Donc merci. J'ai une petite pensée pour Jessica, qui devait normalement être là à ma place, hein, qui fait partie donc, de nos lauréates ambassadrices carrossiers, puisque dans la soirée des As des réseaux avec Hippoto, elle a été primée. Donc j'ai une petite pensée pour elle. La FRCI, bon, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est 6 réseaux. Donc la plupart sont là et d'autres sont représentés. Nous représentons 2300 entreprises et nous donc, travaillons pour le package enfin ce qui concerne l'économie, la formation, la valorisation et bien entendu la RSE avec différents partenaires. Donc on aura l'occasion d'en parler plus en détail tout à l'heure, j'en suis certain. Merci. Alors, il s'agit de Jessica Descoubes, hein, de Esthétique Auto, voilà, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien. Monsieur Baron, je me tourne vers vous. On va suivre le... J'attendais le go, hein, je ne voulais pas prendre la parole. Donc Nicolas Baron, directeur maîtrise des résultats techniques chez BCA Expertise. Donc BCA Expertise, c'est le leader de l'expertise en France. C'est à peu près 1400-1500 collaborateurs. C'est 1 million d'expertises par an, adhérents au sein de la FFEA. Donc François était là ce matin pour un peu décrire la démarche RSE au sein du métier. Donc moi, en fait, ma fonction chez BCA Expertise, c'est de faire en sorte que, au travers de ma direction, de mon équipe, que les résultats des experts soient plutôt maîtrisés et permettent finalement à l'assureur de maîtriser aussi son niveau de prime et donc de rester accessible aux consommateurs, à l'assuré. Voilà, à brut pour point. Jean-Marc Pettinotti. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très content en fait de pouvoir participer à cette très belle réunion. Donc, au sein de PPG, je suis en charge. Alors, PPG, c'est un fabricant mondial en fait de peinture automobile, mais pas simplement, puisqu'on agit aussi dans le domaine du bâtiment, dans la marine, et puis aussi pour tout ce qui a trait au packaging. Et moi, plus particulièrement, je m'occupe sur la partie collision, donc Refinish, ce qui nous rassemble en fait aujourd'hui, tous les outils qui vont nous permettre en fait de mesurer la performance de la carrosserie, de l'aider de façon à ce que, bien entendu, elle soit rentable et de façon à ce qu'on puisse avoir la meilleure profitabilité et surtout la pérennité. Bonjour également. C'est bon là ? Oui. André Courtois, donc je suis le dirigeant de Weiman Technologies. Weiman Technologies est un fabricant de cabines de peinture, d'équipements même, puisqu'on a parlé ce matin beaucoup de nouveaux aciers. On fait pour l'ensemble des constructeurs premium tout ce qui touche aux zones de confinement, aux zones ATEX, etc. Mais j'y reviendrai. Et l'entreprise aujourd'hui, que j'ai reprise il y a 7 ans, mais c'est une entreprise qui a plus de 50 ans. C'est une entreprise française, on y tient. Toute notre fabrication reste en France. On va parler des RSE. Pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, puisque moi, je ne suis pas un produit de l'industrie à l'origine, je suis plutôt un produit de la prévente automobile. Et l'engagement, quand j'ai racheté l'entreprise, c'était justement d'accompagner la transformation des métiers de la prévente automobile. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 80% de nos clients sont des clients soit constructeurs sur la carrosserie, parce que vous savez que Renault, aujourd'hui, fait de la carrosserie. Et quand je dis Renault, c'est le fabricant, c'est pas les succursales. Et puis également donc d'accompagner ces transformations dans le cadre d'un projet qui consiste à faire des carrosseries propres. C'est pas propre le métier aujourd'hui. Sécuritaire, il l'est pas non plus. Digitalisé, on a été les premiers à mettre sur le marché des cabines totalement digitalisées, qui racontent tout ce qui se passe, et respectueuses de l'environnement. Parce que depuis 5 ans, Weiman ne vend que des cabines qui rentrent dans le plan CO2 2030, c'est-à-dire qui réduit les émissions de CO2 de 35%. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit ce matin, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. Même au fil de la table ronde, ce sera plus vivant, plus naturel. L'amphithéâtre est imposant, mais pas intimidant. Donc, vous pouvez continuer à faire comme ce matin. C'était très agréable. Et d'ailleurs, on peut noter que cette année, on a changé de disposition des lieux. On est plus dans une géographie talk, alors qu'avant, il y avait une immense banque, un bureau, etc., qui créait un peu plus de distance avec la salle. Donc, ma foi, c'est très agréable. Alors, peut-être que pour les habitués des lieux, c'est quelque chose de connu, mais pour la journée SRA, c'est une première. Alors, dans un premier temps, c'est une question un peu difficile que je vais vous poser. Donc, je ne sais pas qui voudra se lancer le premier, mais c'est parce que je trouve que c'est un peu un mot valise, moi, RSE. On y met beaucoup de choses dedans, parfois trop, c'est parfois très vague. Alors, après, on va rentrer dans le détail et on sait qu'il y a des référentiels, il y a des choses beaucoup plus techniques. Mais je dirais quand même, en tout cas, la nappe médiatique, la surface médiatique, on met beaucoup de choses dedans. Et puis, dès qu'on a dit RSE, c'est comme si on avait prononcé le mot magique avec les enfants. On a le droit de tout faire,
c'est bon, ou alors en tout cas on est purifié, c'est parfait, on peut passer à autre chose et retourner faire du business. Donc voilà, quelle est votre définition de la RSE? Je vous demande chacun à tour de rôle, et je ne sais pas qui veut se lancer en premier d'ailleurs. Alors, écoutez, d'abord, moi je pense qu'on est dans l'obligation, alors, sans qu'il y ait le nom RSE, je pense qu'on a déjà depuis des années, de nombreuses années, les entrepreneurs carrossiers qui sont là le savent, on a essayé depuis de nombreuses années à mettre en place des outils collaboratifs dans nos ateliers. C'est aujourd'hui une accélération d'un principe dans la terminologie, mais je crois que toute entreprise responsable a depuis de nombreuses années travaillé à l'amélioration des conditions de travail, à l'amélioration des postes de travail, à l'ergonomie. André en parlait tout à l'heure. Donc c'est aujourd'hui essentiel, obligatoire. Et nous, au niveau de la fédération, je vais donner un exemple avant de rentrer plutôt dans le cœur de métier qui est le nôtre, mais on a signé un contrat avec une entreprise nationale pour justement faciliter tout ce qui était contrôle des obligations de sécurité dans les entreprises. Parce que ça aussi, le social, c'est la sécurité, conserver notre personnel, le mettre dans un état de travail dans les meilleures conditions. Et pour ça, il y a des choses qu'il faut absolument faire tous les ans. Donc on a signé il y a déjà quelques nombreuses années avec une société. Et puis on est aussi très attentif aux déchets. C'est un élément aussi qui est participatif, sur lequel on ne peut pas... il y a 30 ans de ça, vous parliez tout à l'heure que les voitures finissaient dans les fossés, j'entendais... Mais bon, c'est terminé tout ça. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est un accompagnement au quotidien que nous avons. Je pense qu'une fois qu'on a donné le terme, s'il n'y a pas d'accompagnement avec des choses très pratiques, pragmatiques, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut choisir des axes, c'est un peu l'idée que nous retenons au niveau de notre fédération, et d'accompagner les entreprises. Donc j'en dirai peut-être 2 mots tout à l'heure, des outils financiers, des outils ciblés sur des problématiques reconnues par l'ensemble de la profession. Voilà un petit peu, disons, ma première analyse en ce qui concerne ce qu'est l'obligation d'un chef d'entreprise de mettre les meilleures conditions, à la fois parce qu'on parle de valorisation, on parle d'emploi, on parle de tension, mais il faut savoir aussi que si on veut faire venir, il faut aussi savoir garder, et il faut savoir aussi faire de la promotion. Donc pour ça, il y a tout un tas d'outils obligatoires que nos entreprises sont prêtes d'ailleurs je pense, sont prêtes à mettre en place. Le tout, c'est qu'ils en prennent conscience et qu'on leur donne aussi les moyens. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, ouais, on va y aller comme ça, on va le faire d'une façon assez linéaire. La RSE, en fait, je crois qu'on a donné simplement un qualificatif à ce qu'on faisait déjà. Je pense que, en tout cas dans l'expertise automobile, dans l'automobile d'une manière générale, bon, Patrick a parlé des déchets, c'était quand même inscrit depuis un certain temps. On va rentrer peut-être un petit peu plus tard sur le côté concret de la RSE dans l'approche d'expertise automobile. François, on a déjà beaucoup parlé ce matin sur les gains au kilomètre dans le cadre de la tournée des experts, sur le bénéfice de l'EAD, du self-care, etc. Donc il y a plein de sujets, il y a plein de leviers. Mais effectivement, la démarche, elle s'est accélérée. Nous, RSE, on a vraiment commencé pas commencé à s'en préoccuper, mais on a vraiment concrétisé finalement nos actes d'expertise dans une démarche RSE en 2018. On y avait déjà bien réfléchi, bien en amont, ce qui est un peu normal quand on a 1400, 1500 collaborateurs, qu'on fait X millions de kilomètres par an. C'est un peu logique aussi de se préoccuper de l'impact carbone que ça peut générer. La charge de travail, on en a parlé aussi ce matin, le rôle de l'expert automobile, l'anxiété que peut générer les plans d'action, que peuvent générer les objectifs qui sont donnés par le chef d'entreprise, par les clients, au chef d'entreprise, etc. Tout ça, à un moment donné, on est obligé de s'en préoccuper. Ça veut dire quoi? Simplement regarder la réalité en face et faire en sorte que le collaborateur puisse exercer avec un sens, une direction et de la meilleure façon possible. Donc bien sûr qu'il y a l'aspect environnemental, et c'est important, mais il y a aussi surtout ce côté éthique, ce côté déontologique pour nous, experts automobiles. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser notre métier dans le respect de notre indépendance technique, dans le respect de notre déontologie, et faire en sorte qu'on se sente bien, et que François, j'ai bien aimé aussi l'image qu'il a fait du réfrigérateur qu'on va concevoir, et puis quand on le branche d'un coup, il fonctionne plus. Et effectivement, trop souvent, l'expert est confronté à cette situation pour différentes raisons qu'on pourrait exposer. Là, c'est pas forcément l'objet, mais c'est de dire aussi à l'expert, à un moment donné, de donner des repères pour lui dire, voilà, techniquement, tu as fait ton job,
Et son job premier, pour rentrer concrètement dans le rôle de l'expert, c'est d'abord, avec le réparateur, de travailler le débat contradictoire et d'orienter la bonne méthode de réparation. Et de faire en sorte que les pièces, avant de les remplacer, on puisse d'abord les réparer. Voilà, un petit peu à brut pour point ce que je pense. Jean-Marc Pettinotti. Merci. Alors, vous faites partie d'un gros groupe industriel, donc vous polluez par essence, puisque vous produisez. C'est vrai, mais on s'améliore d'année en année. Justement, je pense que ça fera partie c'est par essence, c'est pas Absolument. Du tout un jugement négatif. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on depuis de très nombreuses années, l'entreprise, le groupe tout entier est vraiment très sensibilisé justement à toute la partie gain énergétique, réduire aussi les pollutions, et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de rentrer un peu plus dans le détail. Mais pour vous répondre, pour nous, ce qu'est la RSE, finalement, je pourrais répondre un peu par une question peut-être. Est-ce que c'est pas finalement en fait la Terre, les hommes, les femmes et les liens qui les unissent dans un cadre qui serait respectueux, mais aussi raisonnable? Parce qu'au final aussi, il y a des coûts en fait. On est aussi dans une économie où donc forcément il y a des attraits économiques qui sont importants. Il faut en tenir compte. Et je pense que c'est tout cet environnement-là dont il faut tenir compte, parce que c'est certain que c'est une obligation morale, bien entendu, et c'est vertueux, mais il y a aussi une logique économique à la fin. Alors, tu as raison, Alexandre, c'est un mot valise, et moi je vais répondre à titre personnel, parce qu'en fait la RSE fait l'objet d'énormément de déclarations, mais à titre personnel, j'utiliserai une citation de Kersozon qui dit: moi, la RSE, il ne dit pas la RSE, il dit simplement, vous allez comprendre, c'est comment je peux rester poli avec la vie. Voilà, pour moi, je le résumerai comme ça. Et la RSE, pour moi, elle est totalement, chez nous, tournée vers la jeunesse. On en parle peu. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos jeunes générations? Aujourd'hui, Weimann, j'ai repris une entreprise moribonde, on le sait. Aujourd'hui, elle est florissante. Et la moyenne d'âge dans mon entreprise, c'est 38 ans. Et j'ai réussi, on va en parler, comment j'ai réussi à mobiliser la jeunesse sur des projets d'entreprises qui, en tout cas, cherchent à être plus vertueuses que la moyenne des autres. Voilà. Donc c'est comment on peut rester poli avec la vie, surtout à mon âge. D'accord. Alors, si on resserre un peu justement sur les applications professionnelles, pour le coup, alors on ne peut pas tout embrasser d'un seul coup, la filière est trop vaste, mais peut-être chacun dans les différents périmètres de métier, et ils sont déjà riches et nombreux, quels sont les applicatifs, entre guillemets, que vous identifiez chacun pour ce que vous représentez? Oui, je veux bien. Il y a deux axes. Il y a l'axe de notre entreprise, ce que l'on fait dans nos entreprises, où l'on doit être exemplaire sur la manière dont on dirige nos entreprises, dans la manière dont on accompagne nos collaborateurs. Et après, il y a les produits que l'on va fabriquer pour nos clients. Donc c'est ces deux axes-là qui sont extrêmement importants lorsque l'on s'engage dans un projet d'RSE. Et ce que l'on n'a pas beaucoup entendu ce matin, c'est que un projet RSE, ça coûte très cher. C'est vraiment, ça mobilise des ressources, si on le fait sérieusement, parce qu'on parle de déclaration, mais si on passe à l'action, ça mobilise des ressources, de l'argent et du temps. Si on veut faire la chose très sérieusement, en tout cas comme nous on essaie de le faire, ça coûte cher. Chez moi, pour 50 personnes, 25 sous-traitants, j'ai une personne à temps complet qui accompagne le projet d'entreprise, qui est un chercheur, c'est une dame, en sciences sociales, spécialisée dans la conduite du changement, parce que le RSE, forcément, implique du changement. Et elle a cette définition qui est très belle, qui dit le changement, ça ne se décrète pas, ça s'approprie. Et donc tout ce qu'on pourra faire en disant j'ai la solution miracle, boum, demain, eh bien ça ne marche jamais. Dans les entreprises, c'est quelque chose, ça demande du temps, il faut accompagner les équipes. Donc ça, c'est pour la partie, je pourrais développer et répondre à vos questions de ce qui se passe chez Weimann sur le projet d'entreprise, mais c'est vous dire à quel point il est central dans mon développement. Il me coûte cher, mais j'assume et je suis content de le faire. Pour nos clients, comme je vous l'ai dit, hier, j'ai refusé à un grand groupe de vendre une cabine, parce qu'il voulait que je lui vende une cabine qui n'avait pas la technologie qu'aujourd'hui on vend à 100%, c'est-à-dire une technologie qui permet de réduire les émissions de CO2. J'ai refusé. J'ai pris le luxe de refuser à vendre ce groupe parce qu'il voulait un prix. Et moi, je lui ai dit, tu n'auras pas un prix, un jour tu reviendras. Parce que moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Mais on verra. Peut-être qu'il ne reviendra jamais et puis il continuera à acheter des produits qui ne sont absolument pas conformes ni aux normes. Nous, on est présents aussi à la commission aérolique sur les CARSAT. Enfin, donc,
sur le client, notre objectif pour les clients, c'est de leur faire des produits, des équipements, comme je le disais tout à l'heure, qui passaient, je ne sais pas si on a l'image, ça ce serait pas mal. Parce que j'ai une image qui résume exactement. Oui, je vais m'adresser à la régie, il doit y avoir une photo. Si vous pouvez nous aider, vous allez comprendre tout de suite. Là, c'est la présentation de Monsieur Pettinotti. On comprendrait tout de suite ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, l'image, elle est plus forte que les mots, mais on n'en aura peut-être pas, pourtant je l'avais envoyé. Je crois, oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est très important. Vous pouvez mettre l'autre tout de suite. En fait, cette première image représente 70% des ateliers français de carrosserie. On a là ici une image qui était... Si vous pouvez mettre les deux photos, s'il vous plaît. Normalement, si vous recliquez, vous allez avoir les deux. Oui, la régie. Voilà. On a ici la même personne, enfin, c'est pas je veux dire par là le même professionnel. D'un côté, on a un jeune, il n'est pas protégé, il va travailler avec de l'électricité au-dessus de la tête, il va pulvériser des produits sans protection, et de l'autre côté, on a un gars qui est complètement dans une enceinte propre, sécuritaire, je le répète, digitalisée, et qui respecte l'environnement, puisque, encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de consommation et de gaz et d'électricité. On y reviendra sur les problématiques d'énergie. Donc, aujourd'hui, pour nos clients, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de jeunes qui voudront aller travailler à droite. Aujourd'hui, on le voit déjà dans ce qu'on fait dans nos ateliers, ça fait revenir les jeunes. On est très engagés dans les centres de formation, tu l'as vu. J'inaugurais encore la semaine dernière un centre de formation dans le Nord, et on fait revenir des jeunes parce qu'ils ont envie de travailler là-dedans. Et à chaque fois qu'on leur fait des centres de formation comme ça, c'est les effectifs qui grandissent. Vous voyez, la responsabilité, elle est là. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur le marché? On veut continuer à mettre des cabines qui vont... Enfin, je parle des cabines ou d'autres équipements ou d'autres peintures qui vont continuer à, j'allais dire, polluer nos jeunes. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Voilà. Je pense que je ne sais pas si ça demande plus d'explications, mais comment demain nos carrosseries en France seront à cette image. Et là, je crois que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. On ne pourra pas non plus continuer à travailler avec... Enfin, nous, on a une responsabilité en tant qu'industriel. Je fais tout en France. Je vais jusqu'à l'Allemagne et à l'Italie pour chercher des produits. Si demain je vais en Chine, je prends aussi un risque. Vous voyez ? Quand aussi un assureur va donner des réparations à un carrossier, il faudra quand même qu'il fasse attention à qui il le donne. Oui, ça, on y reviendra aussi. Effectivement, le message est lancé dès le départ, mais... en revanche, c'est vrai qu'à gauche... on ne peut pas se dispenser de savoir ce qui se passe dans cet atelier lorsque on est en France. Non, tout à fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et par contre, c'est ce que vous avez dit. À gauche, c'est 70% des ateliers en France. Oui, on avait contribué avec le Mobiliance, qui a fait une très belle étude. On avait travaillé ensemble, n'est-ce pas, pour justement refaire le parc machine. Et c'est 10 000 machines, mais il y en a, enfin 10 000 cabines, mais il y en a 7 000 qui sont comme ça, quoi. Monsieur Cléris, si vous voulez. Parce que... C'est sûr que quand on voit ça, on se fait peur. Mais non, c'est vrai. On se dit, André a tout à fait raison, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut. Je pense, c'est bien parce que ça donne une perspective, une obligation. Mais comment y arriver ? Alors, je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les cabines de peinture pour pouvoir justement avoir des aides du gouvernement sur la régénération et l'application de nouvelles cabines, donc pouvoir se les financer. Donc à un moment donné, c'est une question, tu le disais tout à l'heure, d'argent. Donc ça, c'est un point. Donc on attend, je pense, les résultats au niveau gouvernemental. Alors après, une prise de conscience, notamment aujourd'hui avec la difficulté d'énergie, parce que quand l'étude a été lancée, on n'était pas avec la difficulté de l'énergie aujourd'hui, donc c'est un point supplémentaire. Alors après, en ce qui concerne la carrosserie pure et dure, il est évident qu'on va tous se dire il faut absolument investir. Bon, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est pareil, on a tout dit, mais on est avec des entreprises qui ont 3-4 personnes, il y a des entreprises de 20-30 personnes, ou même davantage, n'est-ce pas, dans la salle. Il faut être réaliste et pragmatique. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut y aller par étapes, avec toujours un fil conducteur. Comme fil conducteur, c'est aujourd'hui, je le disais, je reviendrai tout à l'heure sur le cœur de métier, c'est de trouver aujourd'hui des financements, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a de l'argent, et vous le savez tous, on l'a critiqué, mais il y a encore de l'argent au niveau Europe, au niveau des régions, au niveau des collectivités, donc il y a un argent qui est ciblé, sur lequel il y a des organismes qui sont tout à fait habilités et qui ont la technique pour aller chercher de l'argent en fonction des demandes des entreprises, aussi bien dans le matériel que André a développé, que sur les aides EPI, sur tout ce qui est poste de travail aussi pour l'ergonomie, ça fait partie de notre, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a
c'est accompagner les entreprises en fonction de chacune de leurs cas spécifiques. Peut-être, permettez-moi, avant de détailler l'accès au financement et éventuellement le soutien qu'on peut avoir, parce qu'il y a toujours des dossiers à monter, des dates à respecter. Quand vous dites il faut investir, nous en sommes persuadés, il faut investir dans quoi, en fait, vraiment prioritairement alors, chaque entreprise a ses propres problématiques, mais si vous voulez faire une grosse ligne... Mais il est évident que tout ce qui concerne l'énergie, c'est-à-dire le bâtiment, aujourd'hui, si vous avez la possibilité de modifier votre carrosserie ou d'en construire une à côté, il est évident qu'aujourd'hui, il y a des modèles économiques par rapport à l'énergie. Bon, déjà, ne serait-ce que la coque de l'entreprise. Et après, il y a des modèles aussi pour essayer à ce que la consommation, comme l'a expliqué dans différents postes, pas que dans la peinture, soit moindre, et qu'elle soit applicable aussi par rapport aux énergies de demain et aux contrats qui vont être à renégocier dans les prochains mois. Et puis, il y a un cœur de dossier qui est quand même notre cœur de métier. C'est aujourd'hui de réparer mieux, de réparer plus. On en a parlé ce matin, on ne va pas y revenir. Je pense qu'on a fait un travail remarquable au niveau de notre plateforme Choc, où on a mis en avant la réparabilité remarquable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord se dire, avant de remplacer, on va essayer de réparer. Et c'est quand même aujourd'hui, si on veut demain avoir des carrossiers, si on veut transmettre un métier qui ait des valeurs, c'est quand même les 10 doigts de la main. On aura beau nous dire tout ce qu'on veut sur l'ingénierie, sur la robotisation, c'est quand même le carrossier avec ses mains qui va réparer, qui va sauver des éléments. Ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a dit ça, il faut le mettre en avant. Il faut que chacun d'entre nous soyons, je crois, moteur dans cette régénération, de pouvoir dire on va réparer des pièces. Tout n'est pas réparable, mais beaucoup sont réparables. Et on doit, en collaboration avec les experts, essayer de travailler là-dessus. Alors quand je dis ça, c'est les carrossiers que j'ai été pendant des années, où souvent on entendait dire oui, mais je vais te donner 3 heures pour faire ça. Non, c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a une valeur de réparation, une valeur de temps de remplacement, ça fait un coût, et il faut qu'on arrive à pouvoir valoriser ça avec un pourcentage, de dire que gagnant-gagnant. C'est-à-dire l'assurance doit être gagnant. Voilà. Donc ça, c'est un volet économique, mais sociétal aussi, de réparer mieux, de réparer plus que de remplacer. Je ne parle pas de la PIEC. La PIEC, ça vient après, encore. Mais déjà, si on pouvait avoir dans notre philosophie de réparateur, en accompagnant avec les assureurs, avec les experts, cette notion d'essayer de remettre l'envie de réparer, parce que je crois que nos carrossiers en ont envie, mais faut-il encore les encourager? Voilà, c'est un premier point. Après, j'aurai d'autres points à développer. Je ne veux pas allumer la mèche, mais j'ai quand même juste une précision à nouveau pour Patrick. Ça fait un peu plus de 20 ans que j'évolue dans le secteur et il faut qu'on répare, etc. Je l'entends depuis 20 ans, en fait. Qu'est-ce qui bloque ? On ne va pas allumer la mèche. Nicolas est bien au courant, puisqu'on travaille ensemble, et je pense qu'il n'y a pas de secret, tout le monde est au courant. Il faut sortir du fait de dire que on a aujourd'hui souvent, mais moi-même quand j'étais carrossier, dire bon, Patrick, pour réparer ça, on va te donner 3 heures, c'est bien content. Non, c'est plus comme ça que ça marche. Il y a une valorisation où on décide que quand on répare ou quand on sauve un élément, on met un taux de main-d'œuvre à un certain niveau. Ça peut être aussi une discussion. On avait bien pensé à un moment de mettre un T4 sur des réparations spécifiques. Pourquoi pas? Je relance le débat. On a un T3 qui est utilisé que pour des réparations structurelles, mais on pourrait très bien se dire, voilà, parce qu'il y a un gagnant-gagnant. Il faut qu'à la limite, on ne peut pas tout vouloir et ne pas participer à l'effort économique. Voilà. Et après derrière, c'est quoi? C'est de l'investissement de matériel pour ça. On a vu avec les matériaux qui ont été présentés ce matin, et puis de la formation. Alors c'est pas une formation, c'est plusieurs formations, et c'est souvent plusieurs formations dans le courant de l'année. Donc ça aussi, une volonté du chef d'entreprise, une volonté du personnel, des finances. Donc tout ça a un coût. Et je pense qu'il faut, c'est pas démagogique de dire qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas nous demander de tout, et le contraire de tout, et ne pas nous aider à monter les marches les unes derrière les autres. Voilà. Mais bon, je ne vais pas mobiliser le débat, mais je sais très bien que Nicolas répondra là-dessus. Et d'ailleurs, sur des réflexions communes, on a bien avancé sur la philosophie. Pas d'avoir bien compris la question. Non, je déconne. Alors en fait, on voit bien que la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être que le carrossier de son côté, que l'assureur de son côté ou que l'expert. On voit bien que finalement, on est tous liés dans cette démarche-là et que le résultat proviendra des efforts des uns et des autres, tout simplement. Cabine de peinture, pareil. Finalement, il y a l'axe qui concerne mon entreprise, mon activité, et il y a aussi la prestation que je vais délivrer et son empreinte carbone et tous les moyens associés. Et il y a la volonté de faire
et les moyens que je mets en œuvre. Alors je peux demander au réparateur de réparer la pièce, mais si lui, dans son atelier, il n'a pas la compétence pour pouvoir la mettre en œuvre, ou il n'a pas l'outillage pour pouvoir la mettre en œuvre, je vais arriver aussi dans une situation de blocage. Moi, je veux juste aussi replacer le contexte. Une vraie démarche, me semble-t-il, dans le cadre de l'expertise automobile, pour avoir une approche éco-responsable, c'est d'abord on répare la pièce. D'abord on la répare. La seule limite, elle est technique, puis économique. Et quand on a atteint ces deux limites-là, derrière, on peut basculer après sur une pièce issue de l'économie circulaire, une pièce de qualité équivalente. Et si cette solution-là ne convient pas, on bascule à la fin sur de la pièce neuve. Nous, dans la chronologie, dans l'approche que l'on a, et je ne parle pas au nom du BCA, c'est dans le cadre de la réparation, dans le cadre de l'automobile, c'est vraiment cette approche-là qu'il faut avoir. La vraie démarche, c'est d'abord on répare la pièce, puisque c'est elle, finalement, qui va nous permettre d'avoir un vrai gain en termes d'impact carbone. Parce que quand on parle d'une pièce issue de l'économie circulaire, eh bien, elle est soumise également aux contraintes de transport. Donc, elle a également une empreinte carbone. La pièce neuve, on n'en parle même pas. Et la pièce de qualité équivalente, également. Et derrière, on y associe les coûts de fabrication. Donc, si on veut vraiment avoir une démarche éco-responsable, dans le cadre de la réparation automobile, c'est d'abord on répare la pièce. Donc, dans ce contexte-là, aussi bien côté expert que côté réparateur, c'est moi, expert, quand je vais préconiser la réparation, il faut que je puisse identifier si elle est réalisable ou pas. Parce que si je lui vends du rêve, il va vite fait me remettre les pieds à terre en me disant « écoute, c'est pas possible, techniquement, c'est pas réalisable ». Donc on voit bien que la formation, la compétence, la connaissance, elle est nécessaire dès le départ sur cette approche RSE et elle permet en plus, j'en ai parlé tout à l'heure, aux collaborateurs, qu'ils soient carrossiers ou experts automobiles, de se sentir bien dans le rôle qu'il a au quotidien. Le réparateur, tout ce qu'il demande, lui, c'est de réparer la pièce. Patrick en parlait très bien tout à l'heure. D'abord, la carrosserie, c'est de l'artisanat. Donc c'est qu'est-ce que je fais avec mes 10 doigts, comment est-ce que je fais pour réparer la pièce. Ils ne sont pas là pour remplacer les pièces, qu'elles soient issues de l'économie circulaire ou qu'elles soient neuves. Donc derrière, il faut bien entendu que l'expert y associe les temps de main-d'œuvre nécessaires pour que le carrossier puisse le réaliser dans de bonnes conditions. Et c'est là où on a une approche économique, on discute et on a un débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, on en parle, mais il a vraiment une importance primordiale dans les échanges entre l'expert et le réparateur. Et il permet aussi de se quitter dans de bonnes conditions sans laisser la place au doute sur la prestation qui doit être réalisée. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les portes. Bien entendu, si le réparateur a entamé une démarche de réparation et que finalement elle n'est pas réalisable pour une raison ou pour une autre, l'idée c'est de recommuniquer et de retrouver une solution et de voir comment est-ce qu'on avance. D'accord ? Donc au départ, cette approche RSE, elle est finalement très métier. Comment est-ce qu'on fait pour remettre au centre les compétences des uns et des autres, et ensuite on lui donne un sens, on lui donne une direction. Voilà un petit peu, moi, le contexte tel que je perçois. Jean-Marc, je ne vous oublie pas, mais justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. On a parlé de tout le monde sauf du client, sauf du consommateur, enfin de l'assuré, d'ailleurs, là en l'occurrence. À l'ère du customer-centric, c'est quand même pourtant difficile de l'occulter. Est-ce que les gens sont prêts à recevoir ce type de pièces ? Si je me fie, alors c'est au doigt mouillé, mais à mon entourage direct, dont certains se contrefichent de la voiture, si on leur propose une pièce réparée, une pièce cassée qu'on a réparée ou une pièce neuve, je crains fort que 8 amis sur 10 et 8 membres de ma famille sur 10, j'ai honte de le dire, mais choisissent la pièce neuve. Est-ce que vous sentez un frémissement ou pas ? En fait, et c'est peut-être là, d'ailleurs, enfin, c'est aux deux niveaux, d'ailleurs. Hein, oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, RSE, c'est l'affaire de tous. Alors, effectivement, on n'a pas parlé du client, mais le client, tout dépend de quel angle on se place pour regarder la problématique, si tant est qu'il y en ait une. Il y a aussi la notion d'immobilisation. Quand je commande une pièce, quand je commande une pièce, je suis aussi dépendant du délai d'approvisionnement de la pièce. Donc, il faut percevoir les choses et réparer une pièce. Ça ne veut pas dire minimiser la qualité de la prestation. C'était pas du tout mon propos. Hein, mais justement, à un moment donné, quand
quand on discute d'une réparation, il faut laisser aussi, à mon avis, c'est pour ça qu'on parlait de compétences. On est des professionnels, on ne va pas faire les choses pour finalement générer de l'insatisfaction chez le propriétaire du véhicule, chez l'assuré, chez le client, parce qu'on aurait l'assureur qui reviendra rapidement vers nous pour nous dire qu'on n'a pas fait une réparation, une prestation de qualité, et deux, parce que de toute façon, c'est pas la vocation. D'abord, ce que l'on fait, c'est préconiser la méthodologie la plus adaptée à la situation qu'on rencontre. Et après, si effectivement, techniquement, on rencontre des difficultés, les professionnels sont là pour en discuter et la modifier si nécessaire. Donc, bien entendu que l'approche du client, elle est importante. C'est d'ailleurs notre leitmotiv au quotidien. Mais le client, François Mondello, je crois en parlait ce matin, mais il n'y a pas de débat sur les pièces issues de l'économie circulaire. Tout le monde est d'accord. On voit que les assureurs communiquent, les réparateurs sont prêts à la monter, les recycleurs ont travaillé aussi sur leur cahier des charges, sur la qualité de la pièce, sur l'approvisionnement, sur la garantie. Donc on a tout fait pour sécuriser le consommateur au final. Pourquoi ? Parce que de toute façon, un client qui est satisfait, il revient. Que ce soit chez le réparateur, chez l'assureur, l'assureur il va rester, ou que ce soit chez l'expert. Donc à un moment donné, on voit bien qu'on ne peut pas occulter le client de la dynamique qu'on va mettre sur la réparation de la pièce, ou sur la réparation en général. Vous êtes d'accord, Patrick, sur ce... Moi, je pense que c'est l'affaire de tous. Et par exemple, en ayant pris contact et en étant tout le temps, toutes les semaines chez les carrossiers pour justement être toujours en contact, je pense que c'est la façon dont vous le présentez au client. Je pense que le client, si au contraire, on entend dans notre métier souvent, de toute façon les carrossiers aujourd'hui, vous ne savez plus redresser, vous faites que changer. Je l'entends, je pense que tous nos collègues, peut-être un peu moins, mais on l'a entendu. Donc aujourd'hui, si un client, vous lui montrez, alors il y a des photos, il y a des vidéos, ce qu'on peut faire d'ailleurs dans notre plateforme, vous leur montrez que vous avez sauvé un élément et que vous leur expliquez, d'avoir tout ce qu'on peut indiquer au niveau de la technologie, la technique, le savoir-faire et toute la partie RSE de la pièce qui a été réparée et non changée, je pense que le client est capable de l'entendre. Au contraire, bien au contraire, mais c'est toujours pareil, c'est la façon dont vous allez le présenter. C'est comme sur une pièce, une pièce, si vous le présentez, de dire ouais, on m'oblige de, il est évident que le client va dire non mais moi je veux bien, je paye une assurance, je me veux une pièce neuve. Parce que voilà. Donc ça aussi, je crois que c'est un travail pédagogique, volontariste, où chacun doit aller dans le même sens, où chacun doit s'y retrouver. On en reparlera, il y a des valeurs économiques, mais c'est dans la présentation, on a tout intérêt à le présenter d'une manière favorable et positive au client. C'est dans l'intérêt à la fois de la politique RSE, de l'environnement, mais aussi de la notoriété de l'entreprise. Et je pense qu'un vrai carrossier sera très fier de montrer qu'il a su redresser, au contraire. Alors, je vais être un peu chatouilleur quand même, mais dans la vraie vie, moi, j'ai jamais vu un double devis. Alors, comme je suis pas procédurier, j'en demande pas, mais... C'est-à-dire un double devis entre la pièce et la pièce. Oui, voilà. Donc, il y a quand même des efforts de pédagogie à faire. Après, si la pièce elle est réparable, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait un devis pour la remplacer. En fait, le décret 2016-703 concernant la pièce issue de l'économie circulaire, c'est une proposition par le réparateur de faire la réparation avec des pièces issues de l'économie circulaire. Après, il y a un certain périmètre qui est défini. Mais revenons sur ce qu'on s'est dit au départ, c'est si on peut réparer la pièce, on la répare. Donc si on peut la réparer, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on proposerait au client une pièce issue de l'économie circulaire. Elle arrive que si techniquement et économiquement, c'est pas possible. Alors derrière, on a besoin d'avoir des outils, on a besoin d'avoir des compétences. Ça, c'est évident. Mais on ne va pas s'exposer dès le départ à une prestation qu'on ne peut pas réaliser si on n'est pas convaincu nous-mêmes de la réalité de la prestation. Enfin, encore une fois. Par contre, il y a effectivement un rôle économique. C'est de dire, à un moment donné, il faut que chacun y trouve son compte. On a parlé tout à l'heure de qualité de la prestation. Il ne faut pas que la réparation soit réalisée au détriment de la qualité perçue par le client. Et il ne faut pas que la réparation soit réalisée à moindre coût pour le réparateur non plus. Donc il faut que ce soit vertueux pour l'ensemble des parties prenantes dans cette démarche-là et que chacun y trouve son compte. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises et quand on parle aussi du client, le client, il est aussi dans cette société où on voit bien que cette notion de réparabilité,
au-delà de l'automobile. Elle intervient également, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé des frigos, sur l'électroménager. On voit bien que Darty communique, il y a tout un tas de sujets autour de la réparation et on voit bien que c'est un sujet de société. Donc finalement, tous les débats qui y a autour de la réparabilité, ça nous profite aussi et ça nous permet d'avoir un discours un peu plus cohérent et un peu plus facile avec le client qui comprend que finalement, c'est pas juste une démarche au sein de la FRCI, c'est pas juste une démarche au sein de la FFEA ou au sein d'un assureur, c'est vraiment une démarche sociétale et qu'on le fait dans l'air du temps parce qu'on se préoccupe de l'avenir de nos enfants demain, on se préoccupe des jeunes et parce que, effectivement, on en tire une vertu économique. Mais tant mieux, parce que si on bosse pour perdre de l'argent, ça peut pas fonctionner non plus. Non, ça, me semble-t-il. Non, je voulais juste rebondir parce que la finalité des travaux qu'on effectue, c'est que notre obligation, le résultat, quoi. En dernier fil de tout ce qui se passe, c'est nous quand même qui sommes responsables de la finalité. Qu'on veuille ou pas, derrière, ce sera toujours nous qui serons responsables. Donc il faut quand même se dire que quand on prend la responsabilité de dire oui, on répare, ok, on répare. Alors bien sûr, le coût, on le connaît, économique, mais à la finalité, c'est quand même nous qui prenons l'obligation de résultat. Et donc, ce ne sera pas l'assurance vers nous, et on reprendra les travaux parce qu'on a considéré ou qu'on ne nous a pas donné assez de temps pour faire les travaux, ou alors c'était pas réalisable aussi, ça peut aussi. Il y a certains... Bon, après, on va pas parler vraiment de ce qui se passe sur le terrain, parce que entre les belles choses qu'on dit et celles qui sont réalisées sur le terrain, je pense qu'il y a encore un monde à voir. Je suis un peu désolé, je suis un peu le chat noir là-dedans, mais voilà, il y a la réalité du terrain, il faut aussi en parler, il ne faut pas se masquer des choses. D'accord ? Et Patrick le dit bien, c'est que derrière, sur le terrain, on est quand même, c'est quand même le discours est un peu différent. Ouais. Mais ça, on en a déjà parlé, on a construit des chartes ensemble, on travaille ensemble. Mobiliance fait en sorte que ça puisse ne plus être délétère et qu'on soit vraiment dans une situation beaucoup plus tranquille et calme. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup maintenant avec les experts et ça se passe beaucoup mieux. Et vous construisez une nouvelle charte là ? Il faut avancer. On annonce. Je ne sais pas. On peut annoncer, puisque de toute façon ça va être un secret de polichinelle. Effectivement, on est en train de créer une nouvelle charte avec notre syndicats, donc FFC, FNA, Mobiliance et CFEA et bien sûr FFEA en même temps. Donc tout ça pour qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble dans le même sens et pour effectivement continuer à travailler sur la RSE, dans la réparabilité, dans les normes logiques et puis aussi dans une valeur économique. Comme disait Nicolas tout à l'heure, la pièce de réemploi, ok, il n'y a aucun souci. On pourra en discuter encore plus longuement, c'est un autre débat, mais l'empreinte carbone d'une pièce, quand je suis à Nancy, qui vient de Bordeaux, je suis désolé, quoi. Donc, après, on veut bien réparer, il n'y a aucun souci. Même, on pourrait presque réparer à la valeur de la pièce neuve, puisque dans l'absolu, tant que c'est réparable, comme disait Nicolas, il n'y a pas de souci, mais on est en valeur économique et on a une empreinte carbone beaucoup moindre. Et en fait, on n'est pas obligé de refabriquer une pièce, quoi. Donc oui, on est capable, oui, on veut le faire, oui, on est tout à fait d'accord. Et bien au contraire, on veut valoriser notre métier par la réparation, et là, on est tout à fait d'accord. Mais, encore une fois, faut nous aider, il y a un coût. Comme les cabines aujourd'hui, effectivement, on a fait cette étude qui est en train de se mettre en place avec le plan relance pour remettre en place toutes nos cabines. Effectivement, montrer les photos de tout à l'heure, malheureusement, moi je fais le Tour de France, oui, il y en a encore, quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans une valeur économique, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se payer une cabine. C'est comme un poste important, mais c'est le poste le plus énergivore d'une carrosserie, il faut le savoir. Donc c'est là où on peut faire des économies. Donc voilà, bon, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais voilà, je ne suis pas sur la tribune. C'était le jeu de... Alors après, sur le sujet de l'obligation de résultat, souvent on le vit comme une crainte de la part du réparateur, mais en fait c'est une garantie. Ouais. C'est une garantie que le job soit fait correctement, parce que si le réparateur s'engage, c'est parce qu'il est convaincu qu'il peut réaliser la prestation. Et souvent, on la prend comme une crainte. Mais quand on a un accord contradictoire entre l'expert et le réparateur et qu'on est d'accord pour la réparation de la prestation, c'est les professionnels qui ont validé la méthodologie. Donc c'est aussi, derrière, en prenant en compte les obligations des uns et des autres, l'expert, dans un cadre sécuritaire, lorsqu'il intervient dans une procédure bien précise, et le réparateur, dans le cadre de son obligation de résultat. Encore une fois, on est des professionnels. On n'est pas là pour faire une prestation minimisée, à moindre coût et à moindre qualité. Alors Jean-Marc, je pense que les gens pensent qu'on est fâché, puisque... Non, voilà, vous sentiez peut-être que je trépignais. Je vous assure, c'est pas le cas, en tout cas de mon côté. Mais...
Donc, très bien, mais merci. Alors, normalement, il y a une la présentation, voilà, celle qui s'était affichée tout à l'heure, donc de PPG. Merci. Et pour vous répondre aussi, Alexandre, parce que c'est vrai qu'on a bien conscience qu'on a des produits qui sont polluants, mais on s'inscrit aussi dans des actions qui sont assez fortes, comme vous avez pu pouvoir le voir. Donc, si on peut passer le slide suivant. En fait, on a deux... pardon, merci. Parfait, merci. On a deux actions majeures. Là, tout d'abord, c'est au niveau de la fabrication à proprement dit de nos produits. Et là, on s'inscrit dans une politique aussi de long terme depuis bien longtemps. Mais on a refixé des objectifs à l'aube de 2025, suivant 4 axes, en fait. Le premier, ça concerne en fait la réduction par rapport aux effets de serre. Et là, on en implique, en fait, et vous voyez très clairement... c'est vraiment des chiffres qui sont annoncés. C'est pas simplement une volonté, c'est vraiment une action assez forte. Donc réduire à la fois les effets de serre de 15%, à la fois aussi réduire l'intensité des déchets, parce que Dieu sait effectivement qu'au niveau de la fabrication des produits, ça représente aussi bien pour la fabrication industrielle, mais aussi dans les différents ateliers. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure, justement, lorsqu'on déclinera quelle est la RSE pour nous dans les ateliers. Troisième axe aussi, c'est la réduction de l'intensité de la consommation d'énergie pour la fabrication des produits. Donc là aussi, il y a une certaine incidence et vous voyez que les résultats aussi avancent de la même façon. Et puis la dernière chose aussi, c'est qu'on souhaite aussi s'intégrer complètement à des énergies nouvelles qui sont renouvelables. Donc ça montre en fait la volonté, certes d'une industrie polluante, mais la volonté en tout cas de moins polluer d'année en année. Donc là, j'en ai fini pour, je dirais, la partie fabrication à proprement dit. Et là, dans un deuxième temps, eh bien, vous présentez en fait quels sont nos engagements par rapport à nos métiers en fait de la réparation. Donc là, le principe étant, c'est de proposer en fait des solutions globales, c'est-à-dire qu'on ne vend pas simplement de la peinture, mais on souhaite vraiment s'atteler à l'ensemble des composantes qui rentrent en ligne de compte dans le cadre de la réparation. Alors tout d'abord, alors évidemment, et pour le rappeler, bien sûr, il y a toujours une logique économique à la fin, et je crois que tous autour de la table, on en parle aussi dans ce domaine-là. À la fin, c'est certain que les chiffres doivent être là parce que la rentabilité de la carrosserie aussi est importante au final. Donc, une de nos premières actions, c'est au travers en fait des différents matériels qui permettent en fait de fabriquer la peinture. Et là, pour ce faire, on a déployé en fait un nouvel outil depuis maintenant un peu plus de 2 ans. C'est un robot qui va permettre en fait de fabriquer la peinture. C'est le résultat en fait d'une étude qui avait montré que ça faisait partie aussi des tâches répétitives sans trop de valeur ajoutée pour le peintre. Et donc on s'accordait à dire, bien là effectivement, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Alors ça participe aussi et ça évite en fait la pénibilité. Là on parle aussi de cet aspect-là des choses. Et puis aussi ça participe aussi à consommer moins de produits et donc de ce fait aussi produire moins de déchets. Et là, bien, il y a une conjonction aussi économique, parce qu'on s'aperçoit d'année en année que la typologie des chocs s'amenuise, donc on est de plus en plus dans des petits chocs. Et donc ça a du sens d'avoir finalement un système qui permet de fabriquer peu de peinture. Donc là, il y a à la fois, je dirais, une résultante positive au niveau économique et à la fois aussi environnemental. Au niveau des produits, le groupe PPG a été le premier en fait à commercialiser en 1986, pour être précis, la première ligne de produits hydrodiluables. Donc c'était bien avant que la réglementation l'impose. Et donc là, on s'inscrivait très clairement dans un cercle vertueux. Et je pense que c'est un témoignage aussi par rapport au fait qu'on veut vraiment être le moins polluant possible. Et puis aussi, on a par ailleurs aussi des produits qui sont à la fois des produits qui vont permettre de sécher très rapidement. Donc pour les cabines aussi, ça sous-entend évidemment des gains énergétiques de gaz. Et puis aussi, actualité faisant, on travaille aussi actuellement sur des produits avec des séchages à basse température, donc séchage air. Alors sachant que ce type de produit n'est pas non plus toujours indiqué pour la carrosserie, donc là, c'est là qu'intervient aussi notre conseil, parce que c'est bien certain qu'une carrosserie qui traite de nombreux airs, elle a besoin de faire tourner un maximum la cabine. Donc là, la problématique est un petit peu différente. Et puis on va aussi dans des technologies UV qui ne nécessitent pas en fait l'apport de gaz. Par ailleurs, et là on en a parlé aussi, vous voyez comme étant la troisième composante, c'est toute la partie formation, parce qu'on a bien conscience effectivement qu'il y a un manque de main-d'œuvre au niveau des peintres, et notamment on s'aperçoit aussi maintenant avec le recul de 2 ans, c'est que finalement la moonwalk séduit aussi beaucoup les jeunes, parce que ce côté rébarbatif de refaire de la peinture qui représente peu de valeur ajoutée, finalement ça leur plaît, et puis aussi
par rapport à ce qu'André vous montrait tout à l'heure, c'est vrai que ça permet d'avoir un atelier qui est beaucoup plus propre, en fait. Et aussi, c'est plus séduisant. Donc là, on s'inscrit dans un plan de formation au niveau des peintres, avec une réelle volonté d'accompagnement, des plans de progrès, qui s'inscrivent parfaitement, je pense, dans la logique RSE. Et puis le point final, pour en finir, sur cette approche purement après réparation, eh bien, on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre en fait, de mesurer la rentabilité de la carrosserie, parce que c'est la finalité évidemment. Et donc par rapport à ça, on prodigue un certain nombre de conseils et de recommandations pour s'assurer que c'est la bonne quantité de produits qui est consommée, pas davantage, pour s'assurer eh bien, évidemment que la pérennité est bien là. Donc voilà. Ça fait déjà un certain nombre d'années pour d'essayer de trouver la juste utilisation du produit, puisque les gros plâtres de peinture où on comptait pas, c'est déjà vieux, non? Ou je me trompe? Oui, c'est assez vieux. En fait, nous, notre enjeu, c'est vraiment, comme je le disais il y a quelques instants, c'est s'assurer que l'applicateur, enfin l'entreprise achète la bonne quantité de produits et pas davantage. De façon à ce que ça ne mette pas en péril effectivement la rentabilité et puis que ça génère le moins de déchets, bien entendu. Et donc tout ça, ça passe par un accompagnement par rapport à de la formation. Alors souvent, ça fait quelquefois un peu partie des freins de certaines entreprises qui disent très bien, mais je vais devoir en fait envoyer un gars en formation. Pendant ce temps-là, je ne vais pas être productif, ça va me poser quelques problèmes, des soucis de délai. Bon, tout l'enjeu, c'est évidemment de le convaincre que c'est un passage obligé, parce que même si dans le court terme, lorsque la personne est en formation, effectivement, il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais par contre, très rapidement, il va pouvoir mesurer les effets bénéfiques, à la fois sur la partie qualité et de pouvoir bien utiliser les produits à bon escient et dans les bonnes quantités. Donc c'est un enjeu économique au final, bien sûr. André, si vous voulez réagir à... Ah oui, sur la formation, c'est là l'essentiel. Enfin, l'image que j'avais mise tout à l'heure, il y avait un mot qui était très important, c'était l'intermède entre l'artisanat et l'industrie. Et finalement, si on veut revenir à quelque chose pour moi, je crois qu'il faut revenir à ce que représente l'artisanat, les valeurs de l'artisanat. Parce que c'est bien l'artisanat dans l'industrie. Et c'est pas de transformer les artisans en industriels. Ça, on n'y arrivera jamais. Ceux qui ont essayé ou qui essayent encore en ce moment dans les centres remarketing VO, ils se cassent les dents. Ce sont des artisans. Et l'accent doit être mis sur la formation. On se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Il faut former les gens. Et il faut partir de très très bas. Et là, la profession, je pense qu'elle rentre dans une crise sans précédent. On a dit ce matin, avec les voitures qui ont changé, vous l'avez vu, c'était passionnant ce qui a été dit ce matin. Et là, ça n'a pas suivi, les ateliers n'ont pas suivi. On le voit, les ateliers n'ont pas suivi, la formation, il faut vraiment, il y a un retard, il faut qu'on mette les moyens, mais tous ensemble, pour pouvoir demain avoir une population de professionnels avec les compétences dont vous avez besoin pour réparer. Mais là, il y a une crise majeure, on rentre dans une crise sans précédent parce que c'est pénurique, grave. Il n'y a pas une entreprise qui ne cherche pas aujourd'hui un carrossier ou un peintre. Alors nous, pour essayer d'apporter notre contribution à cette crise, on va dire, j'ai décidé, j'allais dire, à la demande de mes jeunes dans mon entreprise par rapport à ce projet RSE, on finance une étude inédite auprès de scientifiques, notamment le laboratoire de recherche de l'Université de Toulouse sur les sciences sociales, qui sont spécialisés dans les représentations sociales des métiers de la carrosserie. Donc, et pour parler de l'attractivité des carrosseries demain. Ce qui m'intéresse, c'est quelle carrosserie, quel atelier pour nos jeunes demain. C'est vraiment ça mon objectif. Et qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit adapter notre société à cette jeunesse qui arrive. Et les premiers résultats sont accablants, puisque finalement on se rend compte qu'on a beaucoup de mal dans les entreprises à intégrer les jeunes, mais c'est une étude qu'on publiera, mais on va surtout faire un événement pour la présenter, certainement en partenariat avec Mobiliance encore, qui nous accompagne finalement quand ils ont vu l'intérêt que présentait cette étude, puisqu'elle a une approche scientifique sur justement sciences sociales, on interroge les jeunes avant formation, avant orientation, pendant la formation, après, et on interroge tous les corps de métier, des concessionnaires, des peintres, etc. Tout le monde, avec des méthodologies scientifiques que je ne maîtrise pas, bien sûr, parce que ce sont des chercheurs qui font ça. Mais les premiers résultats des entretiens exploratoires sont accablants. On ne sait plus intégrer les jeunes dans les entreprises pour des raisons économiques. C'est-à-dire que je reviens à l'artisanat. Là, on était dernièrement, tu parles de formation, on rentre en formation, les chefs sont tous sous pression avec la productivité qui est un indicateur que je déteste depuis très longtemps, parce que c'est un indicateur qui est
anti-productif, si je puis dire. Il est à la mode, par contre. Ah oui, il est à la mode, mais tout le monde s'est perdu dans cet indicateur, et je suis prêt à en débattre avec qui vous voulez. C'est une bêtise. Dans l'industrie, il y a bien longtemps qu'on ne parle plus de productivité, mais nous, on est axé sur ce truc. Et donc, on a les anciens qui disent, mais si je t'accompagne et que je t'explique, je vais perdre du temps, je vais perdre ma prime. Tu vois, ça, c'est la carrosserie d'aujourd'hui. C'est ça qui se passe dans les carrosseries. Et des jeunes parce qu'on forme des jeunes, hein. Les premiers, parce qu'on a accès aux statistiques de toute la formation à travers cette étude, puisque c'est l'université qui le fait, on forme beaucoup de jeunes, ils ne restent pas, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'on ne les intègre pas. Et on ne prend pas les bons jeunes, peut-être aussi. Bon, enfin, on ne va pas faire les résultats de l'étude aujourd'hui, il y a encore 1 an de travail. Peut-être qu'on ne sait pas aller les chercher là où ils sont, où ils seraient intéressés à faire ce métier-là. On prend des jeunes qui ne sont pas faits pour ce métier-là, peut-être. Mais les professionnels, ils voudraient tous avoir un professionnel sans formation qui soit compétent. Ils cherchent tous ça n'existe pas. Il faut les accompagner et ça demande, je le disais tout à l'heure, que ce soit dans nos métiers à nous, qui sont aussi des métiers très complexes et où on a aussi des difficultés. Des ingénieurs, ça ne se trouve pas non plus sous le sabot d'un cheval, disait ma grand-mère, mais c'est vraiment un accompagnement. Et peut-être aussi ce qui manque le plus aux carrossiers, et ça va rejoindre la RSE, et moi j'en entends pas beaucoup, c'est des projets d'entreprise. C'est-à-dire quel sens on donne à notre entreprise, vers quoi on veut l'emmener, et comment on attire finalement des talents qui vont adhérer à ces valeurs, adhérer à ce projet. Et ça manque énormément parce que ce qu'on entend... Il y a une phrase de l'étude qui est, sans révéler de secret, ou ce sera fait en temps voulu, mais il y a une phrase de l'étude qui représente, et puis je pense qu'elle est duplicable à pas mal de secteurs pour le coup. Oui. Des jeunes en situation d'échec qui nous disent, on va la dire, on veut nous faire sortir des heures. On vient réparer des voitures et finalement on nous parle que de sortir des heures. Vous imaginez la déviance qu'on a fait, tu vois. Je suis là pour sortir des heures. C'est un langage de chef d'atelier, de carrossier, ça. Faut que tu sortes des heures. Le vieux, il ne peut pas parler aux jeunes et lui apprendre comment il fait le bon coup de marteau pour réparer, si derrière il aura sa prime s'il sort des heures. Donc vous voyez, c'est presque incompatible, quoi. Rajouter, tout à l'heure je vous parlais en fait de performance. La performance, elle passe pas forcément par des ratios systématiques. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une valeur qui est cible, bien entendu, par rapport à des organisations, parce qu'on revient sur des points économiques. Mais par contre, ce qui est important, c'est toute la partie organisationnelle en fait, et transmettre en fait les meilleures pratiques. Et souvent, c'est vrai, pour rebondir par rapport à ce que dit André, lorsqu'on parle de productivité, la perception qu'en ont les peintres, c'est de se dire, oula, ils arrivent avec des produits peut-être qui sont plus ou moins productifs. On va nous demander en fait de mettre des patins à roulettes. C'est pas du tout ça en fait. C'est mieux organiser les choses. Et normalement, un atelier qui est bien organisé, on court pas en fait. Les choses sont un peu différentes. Patrick ou Nicolas, oui. Et puis sur alors, je reviendrai après à des points quand même concrets que vous avez évoqués, sur lesquels on ne s'est pas étendu, comme le financement et tout ça. Mais puisqu'André parle de l'attractivité vis-à-vis des jeunes, là c'est pareil, ça fait une vingtaine d'années que j'entends ça. Il y a eu beaucoup de campagnes menées par la profession, donc là il n'y a aucune critique, aucun arrière-fond dans ma pensée. Mais comment essayer de contourner cet écueil qui paraît, et puis qui paraît à la limite même aller s'amplifiant, contrairement à ce qu'on pouvait encore penser il y a quelques années. Bon, je pense qu'André a brassé une photographie exacte, avec les reculs qu'il a le mien par rapport à mes années dans les entreprises et ma passion de la formation, parce que dans l'entreprise, j'ai dû former 180, je crois, dans toute ma carrière, puisque le jour où je suis parti, on a remis les médailles Grand Or de 35-40 ans dans la même entreprise, et la Chambre des métiers de l'époque avait recensé toutes les formations. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas pris conscience de cette difficulté-là, parce que nous étions dans un système économique qui tournait régulièrement, donc nous n'avions pas tous ces soucis sociétaux que nous avons aujourd'hui, donc je crois qu'on est responsable. Je dis ma génération, quelque part. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est le passé, le futur. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on est dans la temporalité de la prise de conscience. C'est ce que je ressens. Alors, de la prise de conscience aux actions, il faut passer à l'action. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un carrossier qui n'a pas pris conscience des difficultés et des retards qu'on a pris dans la formation. Combien de fois on a eu des entrepreneurs qui nous ont dit « Mais non, je ne reprendrai jamais d'apprenti parce que, vous comprenez, il est parti, ceci, cela. » Mais quand on va dans les entreprises, on voit très bien qu'ils ne sont pas, et André le dit bien,
on ne les accompagne pas suffisamment. On n'a pas, comme dans une entreprise qui, dans la salle ici, je ne veux pas la citer, double poste, c'est-à-dire un des postes où il y a l'apprenant, le technicien et puis le jeune à côté. Ça, aujourd'hui, économiquement, malheureusement, ça serait l'idéal. On ne peut pas le faire parce qu'on a des problèmes de rentabilité. Donc c'est vrai qu'on a un effort considérable. L'apprentissage, a même, ces derniers temps, a augmenté. Pour autant, il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre les centres de formation, tels que les a présentés très bien André, et les entreprises. Parce que si d'aller dans un centre de formation et de trouver dans une entreprise les deux cabines, ça va poser aussi un autre problème. Donc il faut aussi monter en puissance en parallèle. Et puis il faut un investissement. Il faut pour autant avoir des parrains dans les entreprises. Je pense, j'y crois fortement, avoir des gens référents qui sont peut-être en fin de carrière. Il faudrait peut-être travailler ça avec les ministères et payer ces gens-là pour qu'ils accompagnent d'une manière pratique les compagnons, les jeunes dans les entreprises. Mais pas que. Il y a un autre souci, une autre problématique qui me semble aussi importante, on n'en a pas parlé, c'est aussi dans nos entreprises la féminisation. On a des entreprises qui ont aujourd'hui, on l'a vu pour la soirée des As des réseaux, des personnes qui ont un personnel féminin, et notamment dans la peinture. Je ne dis pas que la peinture, mais notamment. Alors il y a les accueils, il y a tout le personnel administratif, mais... Et là aussi, il y a peut-être... ça fait partie de nos obligations sociales. Il faut aussi qu'on regarde comment, de ce côté-là, on peut... Alors, c'est adapter l'entreprise, il faut bien sûr les conditions de travail, il faut toute la partie sanitaire et tout ça, mais il faut aussi savoir parler, savoir pouvoir partager et que les collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise sachent accompagner une personne féminine dans l'entreprise. Ça, c'est un point. Et puis, il y a un troisième volet dont il ne faut surtout pas négliger. Moi, ça me passionne et je trouve qu'on est très en retard. Malgré tout ce qu'on entend autour de nous, c'est quand même accepter d'avoir des populations qui viennent de l'étranger. Il faut pas, c'est peut-être provocateur ce que je dis là, mais c'est tellement vrai. Si on veut, on se plaint. Arrêtons de nous plaindre. Mettons en place les outils. On a des pistes de réflexion, ça fait partie de nos... De toute façon, à un moment donné, si on ne fait pas ça, il se posera d'autres problématiques. Donc soyons sérieux, mettons les choses en place. On a des personnalités dans nos... Moi, j'en parle souvent avec mes députés dans ma circonscription, et ce sont des gens qui sont assez connus au niveau national. Je pense qu'on a intérêt à se prémunir de pouvoir essayer d'intégrer ces populations-là. Donc, vous voyez, pour ça, il faut avoir de la passion, et il faut que le système économique ne fasse que le collaborateur compagnon parrain ne soit pas, lui, dans l'obligation de résultats économiques. Parce qu'on ne peut pas apprendre à un jeune à démonter un pare-choc, à le préparer, ou à redresser une aile, ou à démonter une porte, si c'est simplement qu'il prenne la porte et qu'il la mette sur un chariot. C'est pas ça. Et pourtant, malheureusement, dans les ateliers, on le vit un peu comme ça. Donc c'est quand même... Il faut avoir une conscience pratique que cela demande, une volonté personnelle du chef d'entreprise, certainement un accompagnement, je dirais, politique, et deuxièmement, un accompagnement au niveau de toute la filière automobile, c'est-à-dire de l'assureur à l'expert et aux équipementiers. Mais on n'a plus le droit de perdre du temps. Ça, c'est ma conviction. Donc c'est pour ça que le challenge est fabuleux. Une fois qu'on a la prise de conscience, maintenant, il faut qu'on passe à l'action. C'est mon ressenti. Mais je crois qu'il est partagé avec pas mal d'entreprises. Nicolas, vous êtes peut-être un peu moins concerné dans vos métiers par ces difficultés de recrutement, et vous avez peut-être aussi, la féminisation est peut-être aussi un peu plus aisée. Il n'y a vous voyez aucun, pareil, arrière-pensée dans mes propos, hein, mais on peut l'imaginer en tout cas. Alors on pourrait l'imaginer, mais en fait on a les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'on est sur des métiers où effectivement on a beaucoup de difficultés à recruter. La féminisation, nous on a mis en place ces actions très tôt, justement, pour aller récupérer du personnel féminin et les sensibiliser au métier de l'expert automobile. Mais malheureusement, on en a peu. Mais on est aussi dans cette démarche-là. On a du retard dans la profession, mais on bosse sur le sujet. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai entendu parler tout à l'heure d'attractivité. L'attractivité, c'est aussi se faire connaître. C'est communiquer. C'est vrai que dans nos métiers, finalement, on communique peu, aussi bien côté carrosserie que côté expert automobile. Et souvent, on est confronté à une vision, parfois même à presque à un fantasme que les gens pourraient avoir sur le rôle du carrossier ou de l'expert, qui n'est pas forcément la réalité. Donc ça, c'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on fait pour mieux communiquer, se mettre à la portée des particuliers, et puis finalement, avoir des gens qui s'intéressent à nous et qui viendraient dans nos professions. L'autre sujet, il y a eu une enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès, notamment sur la relation des jeunes
avec le monde du travail. Et dedans, il y a une question qui est plutôt intéressante, et on constate que finalement, les jeunes attachent beaucoup d'importance au respect des valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et malheureusement, on en parle dans la RSE, c'est vrai qu'on a tendance à mettre de la RSE un peu partout, à la saupoudrer comme un peu à n'importe quelle sauce, mais c'est derrière quelle identité et quel sens on lui donne à l'entreprise et comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer dans un plan d'entreprise et lui donner une vraie identité. Et souvent, les jeunes, ce qu'ils ont besoin, c'est des vraies promesses et qu'on tienne les engagements. Pas qu'on leur dise viens chez nous faire de l'expertise automobile et qu'au final, ils se retrouvent à faire de l'administratif pendant X temps. Voilà. Que quand on intègre un métier de carrosserie, que le carrossier soit dans l'atelier à réparer de la voiture et pas en administratif à contacter les clients, à faire de l'expertise à distance, et j'en passe, c'est des meilleurs, etc. Donc pour nous, sur des métiers techniques comme les nôtres, c'est comment est-ce qu'on fait pour se recentrer sur notre cœur d'activité. Ce qui permettra derrière de tirer des compétences, ce qui permettra derrière de recentrer l'expert et le réparateur dans le cadre de leur rôle respectif qui est de réparer la voiture, d'évaluer les dommages dans un souci de qualité, de sécurité, j'en passe, des meilleurs. Et c'est bien en se recentrant là-dessus qu'on fera en sorte que notre métier soit attractif, parce qu'on va tenir notre promesse, et que les gens se sentent bien, puisqu'ils auront développé des compétences. Donc, faisons ce pourquoi on est formé, expertiser des voitures, répondre à l'aspect cardinal de notre métier, c'est-à-dire la sécurité routière, et puis les carrossiers, réparer les voitures, mettre en avant le côté artisanat et le savoir-faire du carrossier, et je pense qu'à partir de là, on aura de l'attractivité, on réussira à reprendre le lead justement sur les recrutements, et on sera moins confronté à ces problématiques où finalement, on sort des heures plutôt que de sortir des voitures en réparation. Voilà. Et comment vous embarquez les uns les autres, les petites entreprises, vous l'avez évoqué en préambule, quand on a 3-4 salariés, la principale préoccupation, c'est qu'on arrive le matin, et puis pas de chance, Alexandre a appelé à 7h30 en disant qu'il ne pouvait pas venir, il est malade, ça chamboule tout le planning, c'est difficile de tenir des engagements. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose de formalisable à l'échelle des petites entreprises? Vous, les fournisseurs, qu'est-ce que vous pouvez préconiser aussi, en quoi vous pouvez aider? Là, je me tourne à nouveau vers vous, vers Patrick, parce que finalement, les gros, c'est souvent, ça se passe souvent bien. Et puis, dans ce type de réunion, les meilleurs exemples ou les prix que vous évoquiez, c'est toujours les mêmes meilleurs élèves qu'on voit témoigner, ce qui est passionnant au demeurant. Mais ça ne représente pas nécessairement la masse suffisante pour que ça ait un effet significatif à l'échelle, ne serait-ce que nationale. Déjà, si je peux me permettre de prendre la parole là-dessus, le premier sujet, c'est de se dire que la réflexion, on ne l'a pas tout seul. Et on en parle depuis le départ sur la RSE. La RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. D'accord ? Donc il y a ce contexte sociétal ensemble. Et effectivement, le chef d'entreprise qui est confronté à cette situation-là, il n'a pas la clé lui tout seul. C'est bien une conjonction de plusieurs intervenants ou de plusieurs méthodes qui vont lui permettre de trouver la solution. Dans l'expertise automobile, on a parlé, François, on a parlé ce matin, de l'expertise à distance, on a parlé du self-care, et ça, on peut le mettre en œuvre que si à côté, les réparateurs sont réceptifs à ce type de situation. Donc, et pour ça, nous, on le formalise à travers des chartes, on en a parlé, on l'a fait avec les recycleurs mobiliers en branche recyclage, on l'a fait avec la FNA, on l'a fait avec la FFC, on l'a fait avec Mobiliance. Pourquoi ? Parce qu'on l'a traduit à travers des engagements. Et ces engagements représentent un socle solide, finalement, pour mieux travailler ensemble. Après, il y a bien entendu le côté outil, comment est-ce qu'on fait pour fluidifier, pour faire en sorte que finalement, si moi je rencontre une problématique, elle ne vienne pas trop perturber à toi ton activité, et comment est-ce que réciproquement, on peut s'accompagner l'un et l'autre dans les difficultés qu'on peut rencontrer. On l'a vu dans le cadre du Covid. Le Covid, ça a impacté l'ensemble de nos sociétés. Là, on voit que c'est à plus grande échelle que les 2-3 personnes. Si on n'avait pas eu l'intelligence de communiquer ensemble et de voir comment est-ce que les uns et les autres allaient appréhender cette situation-là, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et finalement, c'est parce qu'on a fait un job ensemble qu'on a réussi à passer cette crise et à renouer derrière avec un fonctionnement quasi optimal et dans un bon esprit de partenariat. Ce qui nous permet aujourd'hui, dans cette approche de communication, de construction, d'aller vers une charte commune, notamment entre les experts et les réparateurs. Voilà. Donc c'est bien une démarche ensemble.
Oui, si je peux ajouter quelque chose, je suis complètement d'accord. Je crois que ça a été dit ce matin, mais l'heure est au changement du modèle. Le modèle qu'on a vécu pendant des années sur l'agrément, comme on le connaît, l'expert et le réparateur, pour moi, il est mort, ce modèle. Et si vous ne le réinventez pas, vous, je vois déjà les carrosseries qu'on vend, la majorité, là, qu'on fait, c'est beaucoup de concessionnaires qui sortent justement de ce modèle et qui veulent faire la route tout seuls. Donc ça, c'est votre à vous, assuré. Mais c'est d'accompagner les entreprises, les artisans, tels qui vous ont servi pendant des années, pour les emmener dans ces projets d'RSE. Parce qu'ils n'iront pas tout seuls. Parce que, encore une fois, je le répète, avec une citation de ma responsable, le changement, ça ne se décrète pas, ça s'approprie et on doit accompagner ce changement et c'est notre responsabilité. Alors, par rapport aux soucis sur les petites entreprises de 3 personnes qui le matin se retrouvent avec 2 ou voire une avec les différentes crises sanitaires qu'on a connues, on l'a tous eu. Malheureusement, ça fait partie de la vie, on l'a vécu et il a fallu, en tant que responsable d'une fédération, en tant que coordinateur de nos réseaux et des directeurs qui sont là, prendre des dispositions. Moi simplement, je veux parler d'une expérience personnelle, mais de notre territoire. Nous avions, il y a quelques années, mis en place un temps partagé, c'est-à-dire qu'il y a des structures aujourd'hui qui existent, de structures d'emploi, et c'est ce qu'ils appellent des temps partagés, des groupements d'employeurs qui mettent en disposition du personnel. Et donc là aussi, c'est une question peut-être qu'il faut se poser dans les contextes actuels. Il y a en dehors des tâcherons qui vont passer d'une entreprise à l'autre, mais organiser peut-être, alors ça peut se faire au niveau des réseaux, ça peut se faire au niveau des structures, il y a dans tous les départements, d'avoir du personnel qui puisse passer d'une entreprise à l'autre. C'est pas facile. Il faut de la confiance, il faut que les règles sociétales et juridiques soient bien sûr réglées, mais dans cette période de phase entre la prise de conscience et les emplois de demain qu'on arrivera à trouver, j'en suis persuadé, si on s'y met tous, il y a peut-être à un moment donné se poser la question d'avoir des outils intermédiaires qui permettent, quand une entreprise a trop de travail, de téléphoner à son collègue, mais d'une manière officielle, que ça soit réglementé. Et c'est possible. Voilà, mais c'était pour répondre à votre question du 2-3 qui se retrouve le matin avec une seule personne. C'est une catastrophe, honnêtement. Et c'est vrai que... Et là, comment fait-on ? Il y a peut-être à imaginer ou à simplement développer des outils qui existent déjà, que l'on ne connaît pas suffisamment les uns les autres, à les mettre en application. Alors, je voudrais revenir sur 2 points notamment que vous avez évoqués, mais sur lesquels on ne s'est pas étendu. C'est l'énergie. C'est plus que crucial aujourd'hui. Je ne veux pas rappeler les pourcentages d'inflation, puisque c'est assez vertigineux. Et d'après ce que tout le monde laisse entendre, en fait, c'est pas... certes, là, il y a une crise, il y a peut-être un acmé, mais ça va pas revenir au niveau de naguère. Donc, je voulais savoir... Qu'est-ce que vous pouvez préconiser, au moins pour contenir? Parce que, cette flambée des coûts, le client final, on ne peut pas lui dire... je pense que c'est très difficile. Il peut en prendre une partie, mais on ne peut pas lui dire les 40% ou beaucoup plus. C'est toi aussi qui va en prendre en charge l'intégralité. Bon, je ne voulais pas parler de cabine de peinture, mais l'on m'oblige un peu. Juste vous dire que la cabine de peinture, c'est quelque chose de très énergivore, que méconnaît la profession dans son ensemble. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est très énergivore. Je reste en macro. Globalement, retenez que l'électricité, elle a augmenté de 250% et le gaz de 50%. Retenez juste ça, parce que ce n'est pas tout à fait juste, mais il y a des fluctuations. Mais c'est exponentiel. Jusqu'avant la crise de l'Ukraine, le gaz, l'électricité, on avait cru que c'était gratuit. Aujourd'hui, j'ai un peu d'âge, je vis exactement ce qu'on a vécu. Je me tourne vers toi, mon cher Jean-Marc. Le début, j'ai commencé dans la peinture. On prenait 1 kilo de peinture pour peindre un pare-choc, ça choquait personne. Il y a 30 ans, ça gênait personne. La peinture, c'était gratuit. Jusqu'à cette année, l'énergie était gratuite. Et on ne pourra plus la passer. Et ce matin, c'était amusant parce qu'on a parlé des inflations, on n'a pas parlé de celle-là. Retenez aussi un élément intéressant, c'est que le coût matière, alors là je parle sous réserve de l'expert, on est entre 15-18 euros au coût matière. Le coût d'énergie, il est à 10 euros. Je ne sais pas qui va pouvoir l'absorber, mais à mon avis, d'ici quelques mois, il va y avoir quelques mauvaises surprises, parce que les gens, et c'est peut-être un des problèmes majeurs, et tu l'as dit très bien, Patrick, de la profession, c'est l'anticipation. Il n'y en a jamais eu dans cette profession, malheureusement. Et c'est ce qui a manqué peut-être, c'est ce que tu disais, l'anticipation.
Et là, il va y avoir des réveils douloureux. Et quand les gens vont arriver avec les factures, je ne sais pas comment ils vont payer. Ça, on ajoute l'inflation sur les salaires, parce que vous y échapperez pas. Hein. On a vu des groupes qui sont présents, comme Max à l'Uni, qui a fait un gros effort. Et ça vous coûte très cher, hein, c'est ça. Donc il va falloir quand même qu'on puisse répondre à cela. Donc, et ce qui est, alors le dernier élément sur la cabine de peinture, donc nous on fait des cabines avec le système start and stop, en fait c'est ça qui permet de faire économiser aux carrossiers, parce qu'il y a de très mauvais usages, on va dire de très mauvais usages de la cabine, où un des principes, comme on l'a vu dans les ateliers que l'on a montré en photo, le peintre il arrive, il allume la cabine, il va boire le café. Donc ça, maintenant, ça va devenir défendu. De mettre un rétroviseur dans une cabine de peinture et de la faire marcher, c'est fini. Enfin, en tout cas, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont Surtout intérêt à pour ceux dire qui étaient là ce matin et qui connaissent le prix de la glace. Ouais. De faire marcher des cabines au-dessus de la consigne, c'est fini. Les produits fonctionnent très bien à 20 degrés. Majoritairement, on les fait travailler à 25 degrés. 1 degré, 1 000 € par an, aujourd'hui. Je fais des raccourcis simples, mais c'est pour que vraiment ça rentre, vraiment que c'est très important l'énergie et que l'on ne pourra pas la laisser de côté parce qu'elle va s'inviter, parce que ça va être le bien précieux, l'énergie. On aura même des coupures peut-être cet hiver dans nos ateliers. Donc ce point-là, il sera à traiter à mon avis, et il faudra bien le faire apparaître quelque part. Nous, on l'a vu à travers ces cabines connectées qui racontent tout ce qui se passe et combien elles consomment sur une réparation à l'heure, etc. Comme ça qu'on peut dire avec certitude que c'est 10 € à l'heure aujourd'hui. Donc c'est pas neutre. Hein. Si vous voyez, à chaque fois qu'on vend une heure de peinture, il y a le coût matière et il y a le coût énergétique dehors. Donc ça, c'est un point qui sera amené évidemment à être développé dans les mois, et c'est tout l'enjeu de demain, parce que l'énergie sera précieuse et elle sera rare. Jean-Marc, peut-être que vous voulez... André a bien fait l'article, hein. On est conjoints là, par rapport à ça, il y a forcément les cabines et nous, il y a nos produits, et c'est bien pour ça que tout à l'heure je vous en parlais, on travaille aussi sur des produits qui sèchent beaucoup plus rapidement ou des séchages air, et l'accompagnement est super important, à l'image en fait de ce que disait André aussi il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'il est malheureusement pas rare encore de voir une cabine tourner parce que il y a simplement en fait un PC, un bouclier en fait à l'intérieur, alors que voilà. Donc là, c'est là où on intervient justement nous par rapport à des pratiques, aux bonnes pratiques, hein, enfin sans être présomptueux, hein, je dirais, mais en tout cas, on marque un certain nombre d'alertes. Vous avez des ordres de grandeur financiers à avancer, par exemple, entre si un élément séché en UV par rapport à ça, vous... En termes de coûts, d'ordre de grandeur, pas précisément, parce que c'est... Là, ça me serait difficile en fait de vous répondre, mais c'est certain que quand on parle de UV, pour certains produits, c'est quelques secondes d'exposition, donc le coût énergétique est évidemment très faible, mais on parle aussi de petites surfaces de réparation. Il ne faut pas confondre tout. Voilà. Mais l'accompagnement, justement, on en revient toujours à la formation, en fait. Hein, c'est... comme je le disais, quand on fait des audits et on parle des bonnes pratiques, attention, quels sont les process aussi à respecter et autres, ça passe aussi par ça. C'est aussi des éclairages aussi LED notamment, ça peut aussi passer. Donc c'est un ensemble en fait de choses qui font que on va pouvoir réduire de façon significative, en tout cas on l'espère. Si je peux apporter une précision, on a parlé séchage et finalement, la facture de gaz et d'électricité, le carrossier va la payer octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 80%. Il va la payer sur ces 6 mois de l'année. Et là où ça va lui coûter cher, c'est important le séchage. Mais c'est dans les phases de pulvérisation. Puisque, encore une fois, les gens méconnaissent le fonctionnement d'une cabine de peinture. Juste en caricature, j'aime bien cette image parce qu'au moins elle est représentative. Imaginez chez vous, vous êtes dans le salon, vous dites, moi je veux 20 degrés, il fait 10 degrés ou 5 degrés dehors. Je veux 20 degrés, ma cabine va vous les donner, mais je veux que les fenêtres, les portes soient grandes ouvertes sur l'extérieur, et je veux un gros ventilateur qui me pousse de l'air dans mon salon. Et la cabine va vous donner 20 degrés. Donc ça veut dire que dès l'instant où la consigne que l'on demande, elle est supérieure à la température extérieure, les brûleurs ils vont tourner. D'où la meilleure des économies, c'est la sobriété. Comme on le disait tout à l'heure, faire marcher la cabine uniquement quand on a besoin, pas maroufler dans la cabine, enfin toute cette éducation-là, malheureusement, on va la faire parce qu'il y a une pression économique terrible. On aurait dû la faire il y a longtemps, comme je vous le disais. Ça fait 5 ans, nous, qu'on vend des cabines avec ces systèmes start and stop. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on n'est pas en phase de pulvérisation, c'est-à-dire lorsqu'on va aller préparer la teinte, eh bien la cabine, elle le sait, l'opérateur ne fait rien, elle se met en mode économique, elle reste juste hors poussière, mais on n'a plus les vitesses d'air énormes que la CARSAT nous demande pour protéger l'opérateur, puisque l'objectif de la cabine, c'est de protéger l'opérateur, pas l'environnement.
Ça a été conçu pour protéger les opérateurs des produits polluants que tu nous mets sur le marché. C'est ça, hein? De moins en moins. Donc c'est ça la cabine. Et la CARSAT a durci les règles en 2020. Parce que nous, on est aux commissions, parce que y avait des petits malins qui ne respectaient pas les vitesses d'air pour protéger les opérateurs. Donc elle a durci les règles. Donc ce qui fait qu'on est encore moins écologique. Ouais, pour répondre aux normes françaises, elles sont encore moins écologiques que les cabines. Mais donc, nous, on a créé ce système start and stop, encore une fois. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il ne se passe rien, elle se met en mode économique, elle attend. Quand le gars il arrive, il prend son pistolet, on lui remet les puissances obligatoires. Dès qu'il a fini, on nettoie l'espace et puis on l'arrête. Et Patrick, il y a un point que vous avez évoqué, c'est sur les financements qui sont disponibles. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et comment, là, c'est pareil, vous accompagnez les chefs d'entreprise pour qu'ils les obtiennent, qu'ils fassent les demandes en temps et en heure, sachant qu'André a précisé que la RSE avait un coût. Alors ça, je pense que ce serait un sujet de discussion qui pourrait être très animé. D'ailleurs, c'est une bonne idée de sujet pour d'autres tables rondes, parce que je pense qu'il y a des gens qui disent le contraire. Mais donc, Patrick, pour en revenir à ça, si ça a un coût, c'est quand même plutôt, par les temps qui courent, c'est peut-être bien d'avoir accès à des financements, quoi. Si vous permettez, je vais évoquer deux sujets. Le premier, c'est dans celui que j'ai commencé à parler tout à l'heure. Donc, il y a des entreprises en France. Alors, on en a une au niveau de la fédération qu'on a présentée, notamment, qui a été partenaire de la soirée des As, où d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'on avait donc mis en place une plateforme de valorisation, puisqu'on parlait de valorisation, qui s'appelle Choc. Donc, je vous invite toutes et toutes à vous adhérer à Choc. Vous allez voir suivre toutes les semaines ce que la réparation de l'intérieur. Donc on a une entreprise qui était partenaire et qui aujourd'hui est spécialisée, alors qui est basée dans le sud de la France, mais qui a aussi un bureau à Lyon et qui est en train d'en monter un à Paris, qui est spécialisée dans les recherches de financement. Donc il faut déposer un dossier en fonction des régions, entre l'Europe, la région et le département, sur les thématiques d'investissement, sur les thématiques de RSE, sur les thématiques de digital. Il y a des financements précis qui existent et ça demande bien sûr une connaissance, un travail de fourmi. Hein, il faut dire les choses. Nous, chefs d'entreprise, on n'a pas le temps de le faire. Donc il y a des spécialisations et je pense que ça, c'est un point. Après, il me semble aujourd'hui, et j'en profite d'ailleurs pour remercier les partenaires assureurs qui ont été contributifs au moment de la Covid. On a eu beaucoup de conférences par visio et il y a eu, je pense qu'on a été, même vous avez été réactifs, vous avez su aider. Je pense qu'on vit une période à peu près identique et je ne veux pas être dramatique dans ma réflexion, mais aussi en ayant discuté avec des moyennes et grandes entreprises de carrosserie ces dernières semaines, on risque d'avoir des grosses catastrophes avec l'énergie. Je ne veux pas être pessimiste outre là, mais j'ai des exemples, je citerai bien sûr personne, ce n'est pas mon rôle, mais voilà, je le sais et je pourrais en discuter avec eux. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il ne faudrait pas se poser la question, il y a eu un forfait Covid, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un forfait énergie? Si on veut passer ce cap, parce que voilà, il y a l'accumulation d'entrepreneurs qui ont pris le PGE, il va falloir qu'ils les remboursent. Tout ça, c'est des valeurs économiques existentielles. C'est pas, je ne fais pas de la démagogie. C'est la vérité absolue dans toutes les entreprises. Attention, si on ne veut pas qu'on ait des entreprises qui demain tombent, on dira après, ah, mais si on avait su. Bon, là, il y a peut-être aujourd'hui une solidarité nationale qu'il faut. Il n'y a peut-être pas que nos gouvernants. Par contre, il y a aussi nos gouvernants. Les finances publiques ont aussi été mises à rude épreuve. Les finances publiques ont aussi été mises à rude épreuve. Voilà. Mais je parle à l'entreprise que nous sommes, hein, une entreprise non délocalisable, de proximité, qui répondent à des besoins quotidiens, qui reçoivent des clients des fois qui sont un peu, voilà, qui sont dans une difficulté, une réparation, c'est pas toujours évident. Donc, on a besoin d'eux. Le territoire a besoin d'eux. L'économie a besoin d'eux. Attention, voilà, je le dis avec beaucoup de sérénité et de réflexion. Je pense qu'il y a, je fais un appel à nos partenaires assureurs, il y a peut-être à prendre des dispositions sur une temporalité. Mais aujourd'hui, les contrats qui vont être renégociés pour la plupart en mai, juin sur l'EDF, le gaz, mais ceux qui ont déjà reçu les factures, ceux-là, aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Donc on a aussi une mission à faire passer ce message, même si chaque préfet, dans chaque département, on peut recevoir des dossiers, on a peut-être aussi d'intérêt à travailler ensemble pour que ces dossiers soient représentatifs, pour qu'ils soient retenus, ce qui est a priori pas le cas aujourd'hui d'après les renseignements que j'ai. Alors peut-être un dernier point, et c'est pas du tout là non plus pour allumer un bâton de dynamite ou casser l'ambiance, mais à partir du moment où il y aura charte, je sais qu'il existe aussi des labels, d'une certaine manière, est-ce que vous pensez que ça peut permettre de valoriser les sociétés qui l'obtiennent
auprès des donneurs d'ordre. Est-ce que c'est ce que vous attendez de cette démarche de charte ou de label ? Pardon. Non, mais si je l'avais mis sous le tapis, on me l'aurait reproché aussi. Hein. Je pense qu'il faut pas mélanger les règles métiers qu'on a essayé d'exprimer au travers des chartes avec l'aspect RSE. Vous êtes en train d'expliquer. C'est-à-dire, moi, c'est l'engagement RSE. À partir du moment où il est labellisé, acté, etc. Et comment on peut le valoriser ? Il y a peut-être un indicateur à travailler, mais cet indicateur, il faut pouvoir le projeter et qu'il soit vertueux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il réellement représente quelque chose. Vous dites que c'est l'affaire de tous, ce serait justement oui, ça serait plutôt intéressant de faire un travail commun autour de ça. Dans notre domaine, dans la réparation automobile, cet indicateur-là, comment est-ce qu'on le met en œuvre ? On voit bien qu'il y a plusieurs actions cumulées qui font qu'à un moment donné, on a une approche qui, globalement, est éco-responsable. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une inflation sur les pièces qui est plus importante que celle sur la main-d'œuvre. Donc, par définition, on va plus réparer. Si je répare plus, je mets plus de main-d'œuvre, donc je vais diminuer normalement mon coût de réparation. Donc, je vais réparer plus facilement plus de véhicules, d'accord, puisque le montant de la réparation restera quand même inférieur à la valeur du véhicule. On va essayer de le contenir de cette façon-là. Donc, finalement, un véhicule que je mets pas à la casse, aussi, je vais réduire l'empreinte carbone associée au coût de fabrication du véhicule neuf, associé, voilà, il y a toute une démarche à avoir autour de la RSE. Pour revenir sur l'indicateur qui était évoqué au départ, avoir une approche éco-responsable, travailler sur un label RSE ou je ne sais quoi d'autre, il y a d'une part la réparation associée, d'accord, le taux de réparation, il y a le taux de pièces issues de l'économie circulaire, mais pas que. On ne peut pas réduire, me semble-t-il, la vision de cet indicateur RSE sur ces deux thématiques-là. Peut-être que derrière, il y a d'autres sujets à intégrer pour avoir cette notion de label. Le consommateur, il a besoin d'être rassuré. Le consommateur, l'assureur, pour pouvoir démontrer qu'on porte ensemble cette démarche RSE. Il y a peut-être un groupe de travail à mettre en place, il y a peut-être un échange à avoir pour essayer d'avoir un indicateur, mais il faut que cet indicateur, il porte des valeurs, il porte une vertu. Il ne faut pas qu'il soit synonyme il faut qu'il soit clair et qu'il véhicule des bonnes valeurs au service de l'assureur, de l'expert, du réparateur, pour le client. Il faut que ça représente quelque chose. Il ne faut pas que ce soit juste un argument marketing. Parce qu'encore une fois, moi j'insiste là-dessus depuis le départ, la RSE, c'est des valeurs, c'est un trait d'union entre nos différentes professions, et il faut que si on bâtit un indicateur, que ça repose vraiment là-dessus. Donc effectivement, il y aura à mon avis, un besoin pour le consommateur, mais il faut que ce soit, c'est ma conviction, fait d'une façon vertueuse. Merci beaucoup. Pas complètement, mais ça ouvre des perspectives. Donc c'est une réponse d'ouverture. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ? On a un tout petit peu. Oui, je vous en prie. Alors attends. Benoît Lamarceau de BCA Expertise. Moi, j'avais plutôt un constat que je voulais partager, c'est qu'il y a une chose qui est assez claire quand on entend cette discussion et celle qu'il y a eu depuis la matinée, c'est que tout cela a un coût. La RSE a un coût et de façon générale, elle a un coût. Ce qui est beaucoup moins clair, ou en tous les cas, ce qui est beaucoup moins clairement explicité, c'est qui va payer ce coût. Si on regarde bien l'écosystème dans lequel on évolue, c'est que d'un côté, on a le monde de la réparation. On voit bien toutes les problématiques d'investissement qui sont nécessaires, les marges qui sont inexistantes. De l'autre côté, on a des assureurs qui, eux, aussi sur la branche auto, le ratio combiné, il est supérieur à 100 depuis plus de 10 ans. Il a été bénéficiaire d'un point en 2021. Donc finalement, quand on regarde tout ça, c'est le consommateur qui doit mettre la main à la poche. Et ce qui est le cas, toutes les démarches de transition écologique, elles ont un coût, et c'est un coût qui doit quand même se porter solidairement. Donc quand même, la problématique de notre affaire, c'est que le client,
en fait, il est très peu sensibilisé aujourd'hui. Il est dans un domaine captif, c'est-à-dire qu'il amène sa voiture, il a certes peut-être une sensibilisation avec sa franchise qui est liée à son contrat, mais après, combien a pu coûter la réparation ? Il n'en a jamais la moindre idée. Et du coup, moi, enfin, ma remarque ou ma question, c'est comment demain on embarque, alors on a vu, il y a eu un peu ces éléments de réflexion, comment on embarque finalement le grand public pour participer à tout ça, parce que la finalité, elle va être que celle-ci. Si on regarde bien, les financer tout ce dont on vient de parler, ça se fera pas facilement. Et puis, on est dans un domaine où tout est mutualisé, donc finalement, celui qui n'a pas de sinistre aussi, il paye une prime, donc il participe à tout cet effort collectif. Donc c'est comment dans cette branche on arrive à sortir, et c'est un peu les propos de Nicolas, en disant comment on sensibilise le public et quelle action on peut mener vis-à-vis de lui pour justement faire avancer tous les points qui ont été évoqués. Pas d'autres questions. Je vais peut-être vous demander, alors de l'exercice du consultant, là, de conclure chacun votre tour. Ce que vous voudriez qu'on retienne de cette table ronde, mais l'exercice du consultant, quoi. 2 bullet points, pas un discours fleuve. Qui veut débuter ? Très rapidement, moi je pense qu'on est dans une période extraordinaire. J'entendais Michel ce matin, moi je suis tout à fait d'accord que c'est des périodes qui sont fortes et qui demandent à ce qu'on se réinvente. Moi, je pense que votre modèle, il est derrière et que vous allez devoir le réinventer pour avoir des partenariats qui soient plus justes, plus équitables, plus RSE, si on peut dire. Et c'est ça l'avenir, quoi. C'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille avec une sensibilité aiguë sur quelle société, quelle entreprise. Quand je dis société, c'est la mienne. C'est la société des carrosseries, des experts et des assureurs, etc., que l'on veut transmettre à nos jeunes. Oui, je pense que c'est essayer d'être dans la continuité, donc dans un cercle vertueux, et puis poursuivre, en fait, de pouvoir vivre bien, hein, mais de façon raisonnée, hein, sachant que derrière, il y a une logique économique et tout le monde doit ressortir gagnant, en quelque sorte. En fait, moi, je le vois plus comme une opportunité. Opportunité de mieux apprendre à se connaître, de mieux connaître les problématiques réciproques, qu'elles soient côté assureur, qu'elles soient côté réparateur, qu'elles soient côté carrossier, pour faire en sorte d'avancer ensemble pour le client final, tout simplement. Donc le RSE, c'est une opportunité qui est bénéfique pour tout le monde, pour l'entreprise, pour les salariés de l'entreprise, et aussi pour les clients de l'entreprise. Voilà. Je dirais qu'on est devant nos responsabilités. Alors c'est facile à dire, mais il faut en prendre vraiment conscience. On n'a pas le droit de reculer, on ne peut qu'avancer, et on ne pourra le faire que si on communique ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que disaient tout à l'heure nos clients, qui sont aujourd'hui le public qui conduit les 37 millions de véhicules en France, on a, je pense, aussi une information de nos métiers respectifs pour que chacun prenne en considération ce que ça représente comme difficultés techniques, environnementales et investissement. Donc on a à la fois de la formation, de l'information et une responsabilité de donner les moyens à chacun d'entre nous, dans nos entreprises, d'avoir envie de matin de se lever pour aller travailler. Et ça, c'est une sacrée responsabilité. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir.